moins de 2 minutes. Hein. Voilà, je m'appelle Guillaume Bernard, comme vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur. Je suis principalement en poste à l'ICES, qui est l'Institut catholique d'études supérieures, l'Institut catholique de Vendée, qui est donc l'une des 6 cathos en France, mais c'est vrai que j'interviens dans d'autres établissements aussi. Je suis spécialisé en histoire des institutions, histoire des idées politiques, philosophie politique et, disons, les courants politiques, la science politique. C'est l'histoire des idées politiques qui m'a conduit à m'intéresser à la vie politique française et à essayer toujours de faire une analyse où on articule et la question, je dirais, des idées et la question des forces politiques. C'est-à-dire ne pas analyser les forces politiques uniquement d'un point de vue strictement doctrinal, sans quoi on ne se rend pas compte de la réalité sociologique, ou de l'autre côté, de ne s'intéresser qu'aux résultats électoraux, et dans ce cas-là, on n'a pas de vue d'ensemble, on n'a pas une perspective suffisante pour pouvoir véritablement voir les évolutions sociales. Donc je pense, et c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant de la science politique, eh bien d'articuler et les questions électorales et les questions doctrinales sans jamais les dissocier. La première chose, c'est qu'il y a en théorie des élections départementales et régionales en 2021. Il est possible que l'exécutif macronien décide de reporter ces élections. C'est une manœuvre. Et c'est vrai que ce serait quelque chose d'extrêmement dommageable parce que je crois que ces élections permettraient de pratiquer une nouvelle fois, certes peut-être pas partout en France, mais d'habituer les esprits à ce que se réalisent justement des unités de la droite, des candidatures qui pourraient, je dirais, montrer qu'il y a une volonté de décloisonnement par les binômes dans les élections cantonales ou par les listes au régional. Bon, donc là, on verra bien si elles ont lieu, mais il est sans doute à espérer pour l'unité de la droite eh bien, que ces élections aient lieu et que se réalisent à cette occasion-là eh bien, de nouvelles expériences de décloisonnement et de recomposition. Ensuite, il y a la présidentielle. Alors la présidentielle, c'est un gros morceau parce que, évidemment, en France, c'est quelque chose depuis les années 60, hein, depuis la révision de la Constitution de la Ve République et l'élection au suffrage universel direct du président de la République depuis 1965, c'est devenu l'élection phare. Et les Français, à tort ou à raison, mais considèrent que les choix politiques pour les années qui suivent, eh bien, sont pliés lors de cette élection présidentielle. Donc c'est incontestablement une élection qui structure le paysage politique français et qui fait d'ailleurs que puisqu'il ne peut y avoir que 2 finalistes, eh bien, à terme, un spectre politique qui serait composé de plusieurs forces politiques, de plus de 2 forces politiques, de plus de 2 camps politiques, eh bien, finira par cette élection-là, si elle est maintenue dans les termes actuels, finira par se recomposer justement en 2 grandes forces politiques. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même plutôt une tripartition, on a une gauche qui est en train de se recomposer, on l'a vu avec les municipales, un centre qui est la grande coalition de la droite et de la gauche modérée, le centre macronien, et puis la droite qui est éparpillée, hein, avec LR qui est plutôt en déclin, avec des petites structures mais très intéressantes comme le PCD, le Ciel, des LF, le CNIP, et puis évidemment une grosse force politique qui réussit au niveau national mais qui a de très grandes difficultés à s'implanter au niveau local, le Rassemblement national. Ces 3 forces politiques, il me semble, cette tripartition du spectre politique, il me semble qu'il est voué à eh bien, se retransformer avec une bipolarisation. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'il y aurait un bipartisme, mais avec une bipolarisation. Disons quelques mots, et pardon si ma réponse est un peu longue, mais disons quand même quelques mots sur la recomposition à gauche, qui me paraît quand même extrêmement importante. Bien sûr, Emmanuel Macron, en 2017, a contribué à l'éclatement du Parti socialiste et au fait qu'il l'a en grande partie siphonné. Il a siphonné l'électorat social-démocrate et puis l'électorat socialiste, si j'ose dire, pur sucre, est resté effectivement à gauche. On a quoi aujourd'hui à gauche? On a LFI,
un parti communiste qui est quand même extrêmement exsangue, mais qui existe encore un petit peu par des élus locaux. On a le Parti socialiste qui eh bien, a fait un très très mauvais score et à la présidentielle et aux européennes. Et puis on a les Verts. Je m'inscris en faux contre ceux qui nous expliquent qu'on a une vague verte au municipal. Il faut quand même rappeler, on l'a dit, qu'il y a eu énormément d'abstentions et que donc par conséquent c'est une vague verte extrêmement relative. Et puis deuxièmement, il faut regarder où les Verts ont réussi, je dirais, leur percée. Ils ont réussi eh bien, dans les grandes métropoles. Ce n'est pas l'écologie de l'agriculture biologique, hein, celle des paysans qui habitent pas loin d'ici, hein, à côté de chez moi, c'est l'écologie punitive, c'est l'écologie des bobos, c'est l'écologie des éoliennes, ces monstres d'acier qui défigurent le paysage. C'est une écologie de métropolitains qui ont des emplois. C'est une écologie de gens qui, en fait, mélangent des positions idéologiques très à gauche, très immigrationnistes, très mondialistes, avec, effectivement, des considérations liées à la pollution et au climat. Et donc, je crois qu'il faut bien faire la différence entre l'écologie, qui est fondamentalement une position politique de droite, la défense de l'ordre naturel des choses, et puis l'écologisme des Verts. Hein. Le parti des Verts n'a pas le monopole de l'écologie et même, à mon sens, développe plutôt des positions qui, évidemment, sont essentiellement gauchistes. On s'aperçoit, quand on regarde, je dirais, à la fois les résultats à la présidentielle de 2017, les résultats aux européennes, etc., qu'on a une gauche qui ne pèse pas plus de 25% et qui ne progresse pas. Ce que l'on a appelé la vague verte au municipal, c'est le fait que les Verts sont en train de se substituer petit à petit au Parti socialiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une progression de la gauche. Je crois que la première des choses à avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir l'émergence d'une candidature alternative qui n'est pas du tout pour ambition de eh bien, évincer Marine Le Pen du deuxième tour de la présidentielle, mais une candidature qui viserait à prendre l'une des deux places, peut-être celle de Marine Le Pen, mais pourquoi pas celle d'Emmanuel Macron. Je crois que là, il faut raisonner de manière très large et ne pas, je dirais, se laisser prendre par les petits jeux partisans. Il y a, je dirais, des personnes qui sont peut-être de sensibilité Rassemblement National, et on peut parfaitement les comprendre parce que c'est un parti, le Front National, qui, pendant des années, a dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements de notre société, a eu le courage de le dire, et s'est révélé parfaitement, je dirais, en contact, et s'est révélé avec la réalité, s'est révélé réaliste, en particulier sur les questions d'immigration. Donc on peut parfaitement comprendre qu'il y ait des personnes qui soient de cette sensibilité-là, mais qui ne supportent pas l'idée qu'il puisse y avoir une émergence, une candidature alternative de droite, parce qu'ils pensent que nécessairement cette candidature serait faite pour empêcher Marine Le Pen d'être au second tour. Mais je ne le crois pas. Une candidature d'une droite alternative qui créerait une dynamique, qui, eh bien, sans doute prendrait des électeurs au Rassemblement National, mais qui, eh bien, en prendrait aussi à LR, qui pourrait, pourquoi pas, effectivement, eh bien, reprendre des électeurs à Emmanuel Macron. Cette candidature de droite pourrait parfaitement être une candidature qui évincerait Emmanuel Macron du deuxième tour de la présidentielle et pas Marine Le Pen. Donc là, je crois qu'il faut immédiatement étouffer dans l'œuf, je dirais, les arguments qui consisteraient à vouloir empêcher toute réflexion sur un programme commun de la droite ou sur un candidat alternatif de la droite sous prétexte que cela empêcherait Marine Le Pen d'être au second tour. Je ne le crois pas. Bien. Alors, le portrait robot, c'est vrai que c'est assez difficile de l'identifier. Parce qu'en fait, on raisonne, me semble-t-il, comment dire, à l'envers. En fait, on veut chercher une personnalité
qu'ensuite on obligerait à développer un certain nombre d'idées qu'elle ne vivrait pas nécessairement par elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas raisonner en termes, je dirais, de trouver un candidat pour ensuite lui faire défendre un programme. Je crois qu'il faut d'abord raisonner en termes de quelles sont les valeurs communes de la droite, quels sont les principes qui seraient des principes à la fois justes et des principes qui rassembleraient l'électorat, ou du moins l'essentiel de l'électorat de droite. Ça, c'est la première chose. Donc il faut d'abord raisonner en termes de programme et ensuite en termes de personnalité. Deuxième élément, ou plutôt précision, pardonnez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque on fait des enquêtes d'opinion sur des mesures politiques à prendre ou sur des principes politiques, les idées de droite, véritablement de droite, sont majoritaires dans ce pays. Elles sont majoritaires à au moins 60%, et parfois sur certains points de programme, elles montent à 80%. La préférence nationale, l'autorité de l'État en matière de sécurité, la défense des libertés économiques, à ne pas confondre avec le capitalisme financier apatride. Bien, ces idées-là sont des idées majoritaires. Dès qu'elles sont estampillées d'un parti politique, dès qu'il y a une étiquette d'un parti politique, que ce soit LR, le RN, etc., ces idées deviennent minoritaires. Donc le problème, c'est effectivement plus les partis politiques que les idées. Le programme commun de la droite, il existe, on en a parlé tout à l'heure, et il rassemble non seulement l'essentiel de l'électorat de droite, mais je le crois en plus, une majorité de Français. Une majorité de Français. Donc c'est sur cette base-là qu'il faut réfléchir et non pas vouloir trouver une personnalité. D'abord. Alors ensuite, il faut bien quand même évidemment qu'une force politique, elle soit incarnée. Eh bien, je crois qu'il faut qu'elle soit incarnée d'abord localement, concrètement, dans des activités concrètes, des écoles, des associations caritatives, des mouvements de jeunesse, etc. Il faut reconstituer le tissu social. Et c'est de la reconstitution du tissu social que émergeront des personnalités. Enfin, vous allez me dire, oui, mais reconstituer le tissu social d'ici 2022, ça n'est quand même pas simple, j'en conviens. Eh bien, c'est tout simplement dans cette logique-là qu'il faut réfléchir. On peut, et je crois qu'on l'a sous le nez, je ne dis pas que je vous donnerai un nom, mais on peut parfaitement réfléchir en se disant, mais quelle personnalité avons-nous qui, incarne cela, qui incarne déjà ces principes, ces valeurs, qui a déjà démontré ses compétences, que ce soit une compétence intellectuelle, une compétence artistique, une compétence dans l'entreprise. Je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes de partis, parce qu'encore une fois, les partis divisent et les partis conduisent, je dirais, à rétrécir, je dirais, le champ électoral. Il faut réfléchir en termes de valeurs et en termes de réalisation concrète du bien commun. Quelles sont les personnes dont la droite dispose, quelles sont les personnes qui sont dans cette mouvance de droite et qui ont objectivement déjà réalisé ou contribué à réaliser le bien commun par une œuvre intellectuelle, par une œuvre économique, par une œuvre artistique, par ce que vous le voulez, mais par quelque chose qui fait que cette personne a une légitimité dans son domaine et a contribué au bien commun. Voilà pour moi ce que je peux vous dire aujourd'hui à 2 ans de l'élection présidentielle, donc c'est-à-dire, c'est assez loin, mine de rien, d'un point de vue strictement électoral, d'un point de vue politique et social, c'est court, mais d'un point de vue électoral, c'est encore loin. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cet aspect des choses. Je crois que il ne faut pas se demander s'il est possible, je crois que c'est absolument indispensable. Si un homme politique est à la tête ou appartient à un parti politique, aujourd'hui, et qu'il devait s'avérer être le candidat de l'unité de la droite, il faut que cette personnalité s'affranchisse de son parti politique. Elle ne peut pas y aller en étant chef d'un parti politique. Si elle y va en tant que chef d'un parti politique, immédiatement, cette personne va cloisonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle renie le fait qu'elle ait appartenu à un parti politique.
ou que ses amis y sont, ou qu'il a contribué, ou qu'elle a contribué, pardon, cette personnalité à développer un parti politique. Mais en revanche, il faut que ce soit une personnalité qui soit en dehors des partis politiques, au-dessus des partis politiques. Sinon, immédiatement, eh bien, il va y avoir des querelles d'ego. Il va y avoir, je dirais, des combinaisons pour se répartir entre structures les postes, les éventuels ministères, les fonctions dans la campagne. C'est un échec, me semble-t-il, assuré. Alors, écoutez, et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Bon, je crois qu'il faut être réaliste. Si les circonstances conduisent à cela, moi je suis ouvert à tout. Comme dirait Philippe de Villiers il y a quelques jours, comme a dit Philippe de Villiers il y a quelques jours, je ne prémédite rien, mais je n'exclus rien. Bon, objectivement, ma visibilité médiatique est quand même très largement en dessous de celle d'autres personnalités. Mais, vous voyez, votre réaction qui, je dirais, me flatte, bon, disons-le, votre réaction est la bonne. Et pourquoi pas X? Pourquoi faudrait-il raisonner exclusivement en termes de personnalité politique, potentielle, hypothétique, etc., que l'on aurait sur le marché? Pourquoi ne pas raisonner en termes justement de chef d'entreprise, écrivain, artiste? Trump est sorti, non pas tout à fait de nulle part, mais Trump s'est imposé au parti politique. Certes, il aurait vraisemblablement eu de lourdes difficultés à gagner la présidentielle aux États-Unis s'il n'avait pas gagné la primaire des Républicains. C'est vrai. S'il avait été le troisième candidat, sans doute n'aurait-il pas fait, je dirais, les mêmes scores. Donc il est certain que le candidat de l'unité de la droite en 2022 devra chercher à avoir le soutien des différentes organisations politiques, mais aussi de différentes associations, c'est certain. Mais il n'empêche que si Trump n'aurait sans doute pas pu gagner la présidentielle s'il n'avait pas eu l'investiture, il s'est imposé au parti politique. Et c'est, je crois, de la même manière qu'il faut que nous raisonnions. C'est-à-dire, et pas exclusivement, je dirais, en termes de structure politique, mais les structures politiques telles qu'elles existent pourraient être demain, je dirais, des instruments au service de cette campagne et non pas, je dirais, le cœur de la campagne. Ce seront des moyens au service d'une finalité qui est la réussite de cette candidature. Sincèrement, sur la victoire de Donald Trump, je n'ai pas d'éléments suffisamment précis pour pouvoir vous répondre. J'ai quand même plutôt le sentiment qu'il est parfaitement capable de l'emporter à nouveau. Oui. Et ce qui est certain, c'est qu'il a réussi, en 2016, à mobiliser une partie de l'électorat qui s'était abstenu. Et si on continue en France à raisonner en termes de segments électoraux que l'on additionne, et non pas en termes de dynamique pour capter des abstentionnistes, eh bien la droite n'y arrivera pas. La droite dans ses diverses sensibilités et appartenances partisanes, que les choses soient bien claires quand je parle de la droite. Il a réussi donc à capter des abstentionnistes, et puis il est évident qu'il a parlé à ce que nous en France on appelle la France périphérique. Et donc, je dirais, les conditions de réussite, je dirais, d'une candidature de la droite, c'est réussir à non pas additionner, mais à faire fonctionner de concert et, je dirais, une sensibilité conservatrice et une sensibilité populiste. Voilà. Voilà le positionnement politicien, si j'ose dire, politique, que ce candidat alternatif, ce candidat alternatif et ce candidat de l'unité de la droite devrait, à mon sens, prendre. Catholiques, mais pas que pour les catholiques, parce que là, ce qui est en jeu, c'est pas une question, je dirais, liée à la foi, liée au dogme, liée à la pratique religieuse, c'est un enjeu lié au droit naturel.
hein. Il y a l'ordre naturel des choses. Oui, je dois avouer, vous mettez le doigt sur une plaie, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui pensent que la stratégie qui est utilisée depuis un certain nombre d'années déjà par des gens avec qui j'ai beaucoup de points communs et que j'apprécie par ailleurs personnellement, que cette stratégie est défaillante. Pourquoi? Parce qu'elle consiste dans le fond à se battre systématiquement sur le terrain de l'adversaire. Elle consiste à, dans le fond, admettre implicitement l'effet cliquet. C'est-à-dire que le progressisme fait sans arrêt de la surenchère et on ne se bat que sur la dernière question proposée par les progressistes. Eh bien, je crois qu'il faut, à l'inverse, remonter le fil, qu'il faut retourner à la matrice de toutes ces évolutions sociétales, et cette matrice, c'est bien sûr l'avortement. Je crois que, bien sûr, ce serait un combat qui serait de longue haleine, qui serait peut-être dur, combat au cours duquel on prendrait des coups, mais qui obligerait l'adversaire à venir sur notre terrain. C'est-à-dire qu'il faut obliger les progressistes à révéler l'ensemble de leur position. Et j'en veux pour preuve que l'avortement qui apparaît comme étant, je dirais, un acquis, hein, une vieille question, plus de 40 ans, si je ne m'abuse, 1975, hein, la loi Veil, eh bien, il y a sans arrêt, je dirais, la volonté de la part, je dirais, des progressistes, eh bien, de revenir sur la question, d'en rajouter la suppression de la clause de conscience des médecins. Hein, l'allongement de la durée au cours de laquelle il y a une dépénalisation de l'avortement. En fait, il faut retourner, je dirais, à la matrice des questions. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait, pour pouvoir construire, je dirais, une droite alternative, il ne faut pas, je dirais, faire l'impasse sur les questions doctrinales. Après, on peut parfaitement considérer que le bien commun nécessite de faire des concessions sur tel ou tel point dans un objectif pratique de gagner une élection. Mais il ne faut pas faire semblant de croire qu'il n'y a pas des enjeux doctrinaux. Et donc par conséquent, eh bien, et que s'oppose évidemment une vision classique de l'ordre des choses et une vision moderne de l'ordre des choses. Une vision qui s'appuie sur un ordre naturel et une vision qui s'appuie sur un ordre artificiel, sur un contractualisme social, le pacte républicain, etc. Bien. Eh bien, il faut retourner à la matrice. Ce qui fait, je crois, que les mouvements, pour dire les choses rapidement, conservateurs, perdent sans arrêt, c'est qu'ils sont toujours à la remorque de ce que fait l'adversaire. Alors qu'en fait, il faut retourner à la matrice des évolutions sociétales. Et donc, si l'on veut dénoncer le fait que par la PMA ou la GPA, il y a une chosification de l'enfant, ce qui est parfaitement exact, eh bien, il faut bien le dire, c'est parce qu'au départ, il y a la chosification de l'enfant par l'avortement. Et c'est comme cela que l'on obligera l'adversaire à découvrir ses batteries et à venir sur notre terrain, et non pas à ce que nous ne discutions que de ces dernières lubies. Le conservatisme est ambigu. Il est hybride. Il est né à la lisière du libéralisme et de la pensée contre-révolutionnaire. Et donc il est certain que c'est un positionnement politique et philosophique qui est ambigu, qui est hybride. Pendant tout le 19e et le 20e siècle, il a subi ce que Thibaudet a appelé le mouvement sinistrogir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, les forces politiques qui sont apparues et qui se sont renforcées sont nées par la gauche du spectre politique. Et donc évidemment, le conservatisme a subi lui-même cette influence. Et c'est vrai qu'il était devenu, il y a encore quelque temps, dans le fond, le faux-né du libéralisme, la manière, je dirais, socialement acceptable d'être bourgeois et en même temps libéral. Bien. Mais je crois que les choses se sont inversées. C'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, depuis la chute du mur de Berlin. La pression venue par la gauche a disparu.
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une force d'inertie, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à essayer de développer des choses, mais ils n'ont plus véritablement, je dirais, de novation dans leurs idées, et la pression idéologique vient désormais par la droite, ce qui repousse le libéralisme de droite vers la gauche. Et Macron en est une illustration. Il est l'illustration de ce que le libéralisme économique bien, rejoint le libéralisme culturel, hein, ce que Michéa a notamment décrit. Bien. Donc, le conservatisme aujourd'hui, il peut être deux choses. Il peut être soit le moyen de favoriser la renaissance de la pensée classique, de ce que j'appelle la pensée véritablement de droite et pas simplement à droite, soit il n'est qu'un instrument pour bloquer un temps les évolutions sociétales, progressistes, etc. Est-ce que le conservatisme décide d'être le véhicule de la pensée de droite ? Ou est-ce que le conservatisme décide simplement d'être un rempart contre les évolutions excessives ou que certains considèrent comme excessives à un moment donné? Donc ça, c'est le premier point. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins. Les conservateurs vont devoir choisir ce qu'ils décident d'être. Philosophiques et de philosophie politique d'aujourd'hui redeviennent ce qu'ils étaient à l'époque moderne, c'est-à-dire là où le contractualisme social, le rationalisme, le subjectivisme, eh bien, se sont développés et ont remis en cause la manière classique de penser l'ordre social. Et donc, oui, d'une certaine manière, c'est peut-être, il faut revenir à cela. D'ailleurs, toutes les questions politiques nous conduisent à cela, puisque on le voit bien, que ce soit avec l'insécurité physique et matérielle, que ce soit avec l'insécurité économique et sociale, avec l'insécurité culturelle, tous les enjeux de notre société nous conduisent à nous reposer la question de d'où vient la société, quels sont ses fondements, quels sont ses principes de fonctionnement. Donc évidemment, tous les enjeux politiques d'aujourd'hui nous conduisent à remettre en exergue ce qu'on croyait totalement dépassé et qui est en fait la question politique centrale, l'opposition entre la vision classique et la vision moderne des choses. Et donc oui, ce qui est véritablement de droite est fondamentalement, j'irai même plus loin que vous, pas simplement contre-révolutionnaire, c'est tout simplement anti-révolutionnaire. Et ça n'est pas quelque chose qui consiste à simplement s'opposer, mais qui consiste à proposer, mettre en exergue, dévoiler, faire la létéia de l'ordre naturel des choses. Les modernes peuvent parfaitement, je dirais, tenter d'assombrir, de faire dysfonctionner l'ordre naturel, mais ils ne peuvent pas le détruire. Et c'est pour cela que la victoire politique peut être beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine. Je ne dis pas qu'elle va arriver demain, mais elle peut être beaucoup plus rapide qu'on imagine, parce qu'en fait, il ne s'agit pas, pour un homme véritablement de droite, de défendre des idées, il s'agit de révéler l'ordre naturel, de le rendre palpable à nos contemporains. Et Dieu sait si il y a des réactions presque instinctives de nos contemporains qui sont très saines et qui peuvent leur permettre de comprendre assez rapidement ce que c'est que la manière classique de concevoir l'ordre politique. Vous ne pouvez pas être classique sur certains sujets, mettons l'immigration, et moderne sur les questions sociétales. Je ne sais pas si vous voyez qui je vise. Ou vous ne pouvez pas être, à l'inverse, supposément, ou disons, allez, ne faisons pas de procès d'intention, classique sur les pensées familiales et sociétales, et moderne sur les questions d'immigration. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu que je visais là deux des candidats au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Il faut être cohérent et être décidément et délibérément moderne, si vous le voulez, ou classique, et c'est ce qui est, me semble-t-il, souhaitable. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bernard. Merci beaucoup. Vous entendez les cloches, au moins chez moi les cloches continuent à sonner, comme dirait Philippe de Villiers, c'est toujours ça de prix. Il y a une mouche. Vous couperez ça quand même, non? Ouais.